Bien-aimés spectateurs d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour continuer sur notre série Mieux se connaître pour mieux s'aimer et sur le sous-thème les tempéraments. J'espère que vous êtes nombreux à l'écoute ce midi. Partagez à vos amis, à tous ceux à qui ça peut être, que ce thème en particulier peut intéresser. En tout cas, je pense que c'est l'un des thèmes qui intéresse tout le monde. C'est pas seulement le mariage. Dans le cas du mariage, ça intéresse tout le monde. C'est important de se connaître pour pouvoir mieux interagir avec les autres. C'est vrai que notre cœur de cible, ce pourquoi nous faisons tout ça, d'abord, c'est les couples, les foyers, parce que beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans les couples viennent de ce qu'on ne se connaît pas soi-même, qu'on ne connaît pas l'autre. Mais c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Donc, invitez, partagez, permettez à tous ceux qui sont autour de vous de pouvoir avoir connaissance de ce que nous avons partagé. Donc, pour commencer, nous allons prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette occasion que tu nous donnes encore ce midi de nous retrouver ensemble avec tes enfants autour de ce thème concernant les tempéraments. Ce que nous voulons, c'est que dans chaque couple, les époux, les conjoints se connaissent pour pouvoir mieux s'aimer, pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux vivre ensemble, pour pouvoir mieux s'accepter. Et je prie que, alors que nous, semaine après semaine, nous débattons, nous partageons ce thème, que des choses se passent, que des nœuds se dénouent dans les couples, que les problèmes de communication trouvent leur solution, que les problèmes de compréhension des attitudes des uns des autres trouvent leur solution, afin que, Seigneur, tes enfants puissent vivre véritablement le bonheur dans le couple qu'ils sont aujourd'hui avec leurs conjoints, avec leurs femmes, avec leurs maris. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Donc, la semaine dernière, j'ai annoncé qu'on va rentrer d'une façon un peu plus détaillée dans l'analyse des comportements en voyant comment les combinaisons dans le couple, quels problèmes ça peut susciter. Mais à la réflexion, je me suis dit qu'il fallait encore parler un peu plus des tempéraments pour parler justement des différentes combinaisons. Parce que je vous ai dit que présenter comme ça les 4 tempéraments, ça paraît simple, mais l'être humain est quelqu'un de complexe. Dieu nous a créés de façon complexe. Donc, par exemple, quand je dis que je suis flegmatique, je peux être flegmatique à 70%, mais j'ai un autre tempérament qui vient en second, mais qui agit quand même sur mon comportement parce que j'ai certains traits de caractère de ce tempérament. C'est parce que je suis flegmatique à 70%, j'ai beaucoup de traits de caractère d'un flegmatique, mais je peux être flegmatique et puis mélancolique. Donc, j'ai quelques traits de caractère d'un mélancolique qui vont venir colorer, équilibrer certaines des faiblesses que j'ai en tant que flegmatique pur, si j'étais flegmatique à 100%. Donc, ce midi, je vais essayer rapidement de partager quelques éléments sur les différentes combinaisons qui sont possibles, comment ça marche dans un même individu. Donc, c'est ce qu'on va voir, mais ça donne déjà aussi un aperçu de ce que ça peut être dans le couple. Quand je dis par exemple que je suis flegmatique à 70% et mélancolique à 30%, ça donne déjà une idée de ce que peut être un couple où le mari est flegmatique et la femme mélancolique, où le mari est mélancolique et la femme flegmatique. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai essayé de simplifier pour ne m'en tenir qu'à, je dirais, 6 tempéraments combinés. Mais les combinaisons, si on veut les faire, c'est 12 combinaisons. Parce que quand on prend chaque tempérament et qu'on le combine avec les 3 autres, ça fait qu'à chaque fois, on a 3 combinaisons. Et comme il y a 4 tempéraments, ça fait 12 combinaisons qui sont possibles. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter à 6. En faisant quoi? Par exemple, quand on dit que quelqu'un est colérique et sanguin, ça veut dire qu'il est à dominante colérique avec
un second tempérament qui est celui de sanguin. Mais pour les besoins de la cause d'aujourd'hui, on va considérer que le colérique sanguin, c'est égal au sanguin colérique. Donc, c'est deux tempéraments qui sont combinés. Je dirais les pourcentages de combinaison varient, mais c'est la combinaison du colérique et du sanguin dont on va parler. Alors que si on voulait encore aller plus dans le détail, il faudrait parler de la personne qui est à dominante colérique avec un peu de sanguin, ou alors la personne qui a dominante sanguine avec un peu de colérique. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait ça, mais on va, pour les besoins de la cause, simplifier. Parce que si on veut rentrer dans les détails des 12 tempéraments, vous risquez de vous perdre et moi avec vous. Donc, on va rapidement parler des différentes combinaisons qui sont au nombre de 6. Donc, il y a ces 6 combinaisons sont réparties en 3 groupes. Il y a ce qu'on appelle les combinaisons naturelles, donc des tempéraments qui s'accordent naturellement. Il y a des combinaisons complémentaires, donc des tempéraments qui sont complémentaires. Il y a des combinaisons contraires, donc des tempéraments qui sont contraires. Donc c'est ce qu'on va voir. Les combinaisons naturelles, la première combinaison naturelle, c'est le sanguin avec le colérique. C'est deux tempéraments qui sont optimistes, c'est deux tempéraments qui sont extravertis et c'est deux tempéraments qui sont ouverts. Donc, c'est une combinaison naturelle. Quand quelqu'un est sanguin colérique ou colérique sanguin, c'est un peu naturel parce qu'ils ont déjà ces 3 traits de base: extraverti, optimiste et ouvert. Le sanguin, la différence entre le sanguin et le colérique, c'est que le sanguin lui parle parce que ça lui est agréable, cela lui fait du bien, alors que le colérique, il parle parce que cela lui est utile. Donc quand quelqu'un est sanguin colérique ou colérique sanguin, ce qui est sûr, c'est qu'il parle. Il va parler. Dans un cas, si la dominante c'est sanguine, c'est parce que cela lui est agréable. Si sa dominante c'est colérique, c'est parce que c'est utile. Mais dans les deux cas, il parle. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des combinaisons naturelles. Ensuite, le sanguin comme le colérique possèdent tous les deux des qualités de leadership. Ils savent conduire, diriger les autres. Chez le colérique, cela se fait un peu de manière un peu dure, un peu, comment je peux dire, à la baguette. Mais le sanguin, lui, il peut avoir un leadership qui sait motiver, qui sait encourager, qui sait amener les autres à le suivre. Si c'est dans le cadre de travail, à travailler. Si c'est dans le cadre d'une vision, à le suivre dans sa vision. Donc, les deux combinés, c'est une bonne chose. Un colérique, un sanguin colérique, un colérique sanguin vont savoir combiner à la fois le travail et une certaine capacité à s'amuser. Donc, c'est une bonne combinaison, c'est une combinaison qui est heureuse, elle est naturelle. Ils vont ensemble. Mais le côté un peu, ce qui peut être un peu négatif dans cette combinaison, c'est que le colérique est quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un qui est autoritaire, mais la combinaison colérique sanguin peut donner quelqu'un qui est à la fois autoritaire, qui parle beaucoup, qui a tendance à monopoliser la parole, à monopoliser la conversation, et ça peut être un peu le côté un peu négatif de cette combinaison. Parce que les deux sont des gens qui aiment parler, des gens qui... bon, c'est vrai que quand on m'en a dit pour le colérique, c'est pour l'utilité, mais pour les deux combinés peut faire que toujours c'est quelqu'un qui va parler, et donc il aura tendance à monopoliser la parole parce que c'est quelqu'un qui est autoritaire, parce que colérique et qui aime s'imposer, et que cela peut être difficile. Et les deux aussi, le colérique un peu plus, mais ce qu'ils ont en commun, c'est l'impatience, la capacité, les capacités justement à prendre, à faire preuve de patience. Donc voilà un peu
rapidement présenter ce que peut être la combinaison sanguin-colérique. Donc, je répète, ça peut être sanguin dominante, colérique, deuxième tempérament. Ça peut être colérique dominante et sanguin, deuxième tempérament. Donc, c'est une combinaison, comme je l'ai dit, naturelle. La deuxième combinaison naturelle, c'est la combinaison mélancolique flegmatique. Parce que là aussi, c'est deux introvertis et deux pessimistes. Le mélancolique étant un peu plus pessimiste que le flegmatique. Mais c'est deux tempéraments, disons, froids, un peu introvertis, pessimistes. Mais la combinaison d'un mélancolique et d'un flegmatique aussi est quelque chose d'assez naturel parce que les deux tempéraments aiment étudier les situations, analyser les situations, aller en profondeur. Ce ne sont pas des gens superficiels comme les sanguins sur les questions. Ce ne sont pas des gens qui décident très vite et parfois trop vite comme les colériques, mais ce sont deux tempéraments qui aiment analyser, aller regarder les choses en profondeur. Donc, dans ce cadre-là, le mélancolique et le flegmatique, la tendance mélancolique, le tempérament mélancolique va venir renforcer le tempérament flegmatique et le tempérament flegmatique aussi va venir renforcer le tempérament mélancolique. Donc, c'est des gens qui ont cette combinaison, des gens qui vont aimer et aller en profondeur, analyser les situations en profondeur. Troisième élément qui les rapproche et donc qui fait que la combinaison est naturelle, c'est que les mélancoliques et les flegmatiques sont des gens qui ne cherchent pas à se faire remarquer. Ce sont des gens très discrets, réservés, parfois timides. En tout cas, ce sont des gens qui sont dans leur coin, qui ne se mettent pas trop en avant. Donc, là encore, les deux tempéraments se retrouvent. Maintenant, dans cette combinaison, ce qui est intéressant, c'est que le tempérament flegmatique va atténuer un peu la nature un peu trop sérieuse du mélancolique. Parce que l'une des caractéristiques des mélancoliques, c'est vraiment leur sérieux, leur perfectionnisme, etc. Et donc, le flegmatique va atténuer cette nature un peu trop sérieuse du mélancolique et aussi, ça va rétablir le manque de rigueur du flegmatique. Parce que un flegmatique, une de ses faiblesses ou bien un des aspects négatifs, c'est le manque de rigueur, c'est un peu la paresse, le manque de discipline. Mais quand quelqu'un est flegmatique avec une dose de tempérament mélancolique, cela va l'amener à être plus rigoureux, plus perfectionniste, un peu moins paresseux. Donc ça renforce, en fait, ça rétablit en quelque part le manque de rigueur du flegmatique, le fait d'être un flegmatique avec une sous-dominante mélancolique. Mais par contre, une personne qui est mélancolico-flegmatique ou flegmatico-mélancolique sera une personne qui aura du mal à prendre des décisions. Parce que le mélancolique, déjà, il a du mal à prendre des décisions, parce qu'il est perfectionniste, il veut avoir tous les contours, voir tout, envisager tous les scénarios possibles avant de se décider. Donc ça fait qu'il va perdre du temps. Mais le flegmatique, lui, c'est juste la paresse qui fait qu'il prend son temps, il est lent, il décide pas vite, lui aussi. Donc les deux renforcent en fait le mélancolico-flegmatique ou le flegmatico-mélancolique aura tendance justement à être lent dans la prise de décision parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux tempéraments lorsqu'ils ne sont pas combinés. Donc la combinaison risque de renforcer ce côté un peu lent à la prise de décision, lent à faire les choses. Voilà. Donc ça c'est, comme je l'ai dit, les deux tempéraments, disons, les combinaisons naturelles. Donc je reprends colérique sanguin, donc ils sont les deux tempéraments chauds extravertis, et mélancolique flegmatique, qui sont les deux tempéraments introvertis, les deux
combinaisons sont des combinaisons naturelles. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les combinaisons complémentaires. Donc, des tempéraments qui ne sont pas, certains disent, il y a des tempéraments qui sont frères. Donc, le colérique est le frère du sanguin, le mélancolique est le frère du phlegmatique. Maintenant, il y a les combinaisons complémentaires où ils sont cousins. Donc, le colérique est le cousin du mélancolique. Ça, c'est la première combinaison, colérique-mélancolique. Cette combinaison donne d'excellents hommes d'affaires. Parce que, comme je l'ai dit, les colériques, ce sont des leaders nés. Ce sont des gens qui savent se donner des objectifs et qui savent se donner les moyens d'atteindre les objectifs. Mais le mélancolique, dans un colérique doublé d'une dose de mélancolique, va faire un excellent homme d'affaires parce qu'il va allier l'enthousiasme au leadership et l'ambition. L'ambition, le leadership du colérique va être renforcé, va être allié avec l'enthousiasme du mélancolique et ça va donner de très bons leaders. Mais en même temps aussi, ça va donner au colérique des capacités analytiques. Parce que l'une des difficultés des colériques, justement, c'est qu'ils peuvent ne pas aller en profondeur. Or, justement, le mélancolique, c'est le tempérament par excellence de l'analyse, de l'analytique. Donc, quelqu'un qui a le tempérament colérique, de leader, de fonceur, et qui a à la fois cette capacité analytique d'aller dans les détails, de voir tous les détails, ce sont des gens qui font d'excellents hommes d'affaires. Et un autre élément intéressant que le mélancolique apporte au colérique, c'est le respect des délais. Vraiment, cette capacité à respecter les délais, à tenir ses promesses, à faire les choses dans les délais, c'est une marque du mélancolique. Donc, de telles personnes colériques, mélancoliques, ce sont des personnes décisives, donc qui prennent les décisions, mais qui sont aussi méthodiques. Et ça, c'est important, paraît-il, dans le monde des affaires. La quatrième combinaison, parmi les combinaisons que j'ai citées, mais qui est la deuxième parmi les combinaisons complémentaires, c'est la combinaison sanguin-phlegmatique. Rappelez-vous que ça s'appelle sanguin phlegmatique ou phlegmatique sanguin. On ne fait pas la distinction pour le moment entre lequel des deux est dominant, mais quelqu'un qui a les deux, que ce soit le sanguin qui est dominant ou le phlegmatique qui est dominant et l'autre qui est en sous-dominant, cette combinaison va produire un tempérament de quelqu'un qui est plutôt porté à l'oisiveté et à l'amusement. Parce que le phlegmatique, c'est quelqu'un qui est plutôt paresseux. Et le sanguin, c'est quelqu'un qui est plutôt porté à l'amusement. Donc, vous imaginez la combinaison entre quelqu'un qui veut s'amuser et quelqu'un qui est paresseux. C'est vraiment une combinaison. C'est vrai, c'est complémentaire, mais ça renforce en fait le caractère peu fiable de ce tempérament. Par contre, celui qui est à la fois sanguin et phlegmatique fait un excellent ami parce qu'il a à la fois une nature conciliante. Le phlegmatique est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, donc qui fait tout pour qu'il n'y ait pas de conflit, qui fait tout pour préserver la relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Mais s'il est encore doublé d'un sanguin, ça veut dire que sa capacité justement à concilier, à ne pas entrer dans les conflits et son sens de l'humour font que c'est quelqu'un qui est vraiment un excellent ami parce qu'il est agréable à vivre. C'est pas quelqu'un qui est conflictuel, il a le sens de l'humour, il sait désamorcer les conflits, il sait prendre sur lui pour qu'il n'y ait pas de conflit. Donc vraiment un excellent ami. Et bon, si on extrapole aussi dans le couple, c'est une combinaison qui est intéressante. Quelqu'un qui va apporter son sens de l'humour, son sens d'éviter les conflits, de préserver la relation, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ce sont des gens qui sont doués vraiment pour entretenir les relations. Quelqu'un qui est à la fois phlegmatique et sanguin est doué pour entretenir la relation
être joué pour préserver la relation. Mais le côté négatif, c'est vraiment cette tendance à la paresse et à l'amusement, où ça se renforce, comme nous l'avons dit au départ. Maintenant, nous allons passer au troisième groupe. Rappelez-vous que je vous ai dit il y a 3 groupes. Bon, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a 3 groupes. Les combinaisons qui sont naturelles, les combinaisons qui sont complémentaires, et maintenant les combinaisons qui sont un peu plus conflictuelles. Parce que c'est des combinaisons qui sont moins fréquentes. On en trouve moins fréquentes. En tout cas, d'après les psychologues, c'est moins fréquent de trouver ces combinaisons-là. Parce qu'elles produisent des gens qui, en fait, ne sont pas faciles à vivre. Ce sont des gens déjà même qui, de par leur tempérament, sont en conflit avec eux-mêmes. Parce qu'ils ont 2 tempéraments qui sont en conflit. Donc ça crée beaucoup plus de difficultés que dans un cas de tempérament complémentaire ou de tempérament qui se combinent de façon naturelle. Donc cette première combinaison conflictuelle, c'est le sanguin et puis le mélancolique. Parce que dans la combinaison de sanguin et mélancolique, on a combiné les 2 tempéraments qui sont les plus émotifs parmi les 4. Quand vous voyez, il y a 2 tempéraments introvertis, extravertis. Donc, extraverti, colérique et puis sanguin. Introverti, on a phlegmatique, mélancolique. Et puis, il y a 2 tempéraments émotifs et 2 tempéraments non émotifs. Les 2 émotifs, c'est les colériques et les mélancoliques. Les non émotifs, c'est les phlegmatiques. Non, c'est les sanguins et les mélancoliques. Les non émotifs, c'est les colériques et les phlegmatiques. Or, quand on est dans une combinaison de sanguin mélancolique, c'est une combinaison d'émotions. D'un côté, on a le sanguin qui a des hauts et des bas, un peu atténué du fait qu'il soit mélancolique, mais la caractéristique des mélancoliques, c'est leur tendance à la dépression. Donc, le haut et les bas du sanguin, c'est assez fluctuant, c'est-à-dire qu'il peut être en haut le matin, il est en bas le soir, il est en haut le matin, mais chez le mélancolique, lui, sa dépression, ça peut durer 1 mois. Donc, il peut être aussi, donc les 2 se renforcent et on peut avoir, donc d'une part, les hauts et les bas du sanguin dans cette combinaison qui sont un peu atténués, mais par contre, la période de dépression du mélancolique qui lui va avoir tendance à être un peu plus allongée, exagérée. Et l'autre élément un peu, je dirais, complexe dans cette combinaison, c'est qu'il y a un conflit qui est engendré chez la personne qui a ces 2 tempéraments par, d'un côté, sa tendance à vouloir s'amuser, donc le sanguin, mais de l'autre côté, sa tendance mélancolique qui l'empêche de s'amuser. Parce que le mélancolique, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de vraiment qui prend les choses à cœur, qui va au fond des choses. Donc la personne est comme tiraillée entre le désir de s'amuser et le désir d'être, je dirais, sérieux et faire les choses de la bonne manière. Donc ça, c'est ce conflit-là qui va se créer également. Et puis, bon, si on veut, quand c'est vraiment les traits de mélancolique et du sanguin sont poussés à l'extrême, on peut avoir des personnes vraiment qui sont autoritaires et obsessifs, qui ont des obsessions. Donc ça, c'est des combinaisons qu'on ne trouve pas souvent et qui peuvent effectivement créer des conflits. Et la dernière combinaison dont je voudrais parler, donc c'est colérique phlegmatique. La 6e combinaison qui aussi est conflictuelle, c'est les colériques avec les phlegmatiques. La différence principale entre
les deux tempéraments dans cette combinaison, c'est qu'ils vivent les émotions différemment. Le colérique, c'est un tempérament émotif. Le colérique, c'est pas un tempérament émotif, mais il y a une différence entre le degré d'intensité des émotions du colérique et du flegmatique. Le flegmatique, rappelez-vous, c'est celui, ce n'est pas qu'un flegmatique n'a pas d'émotion. Bon, certains disent qu'ils n'ont pas d'émotion, mais moi je ne crois pas. Mais c'est des gens qui sachent cacher leurs émotions, qui sachent montrer un visage de quelqu'un qui n'a pas d'émotion alors qu'ils ont des émotions. Donc, par rapport à un colérique qui, lui, a des émotions un peu plus intenses, ça peut poser des problèmes. Deuxième point de difficulté qui rend cette combinaison conflictuelle, c'est que le flegmatique, lui, est porté à la détente, alors que le colérique, il se sent coupable lorsqu'il n'est pas inactif. Lorsqu'il est inactif, pardon. Les colériques sont souvent des gens qui sont hyper actifs. Ils ont toujours quelque chose à faire. Ils ne se laissent pas le temps de vraiment passer à autre chose. Ils sont toujours hyper actifs, en train de... En général, cette hyperactivité est même mise au service du but qu'ils sont en train de poursuivre. Donc, c'est les gens qui ne se donnent pas des temps de repos, des temps de détente. Alors que le flegmatique, lui, c'est vraiment ça, quoi. Lui, tout ce qu'il peut faire pour trouver du temps pour lui, pour se relaxer, pour être avec lui-même, c'est des choses qu'il apprécie. Donc, dans une combinaison colérique flegmatique, il y a aussi quelques tiraillements. Mais ça peut être intéressant aussi dans la mesure où un colérique qui a un peu de flegmatique peut être un colérique qui sait apprendre à se détendre, qui sait faire la part, par exemple, entre le travail et la maison, qui sait que quand on est au travail, on peut travailler à fond, être à fond dans le boulot, mais qui ne fait pas la même chose à la maison, qui apprend à se détendre quand il est à la maison. Parce qu'il a cette dose de flegmatique, de tempérament flegmatique qui lui donne cette capacité de pouvoir se déconnecter du travail quand il est à la maison pour s'amuser. À l'inverse, un flegmatique qui a une dose de tempérament colérique peut aussi être quelqu'un qui n'est plus paresseux parce qu'il est motivé par son travail. Il est motivé par le travail qu'il fait et donc le fait d'avoir un tempérament colérique peut l'aider à surmonter cette paresse naturelle qui est dans son tempérament de base, qui est le tempérament de flegmatique. Donc voilà, rapidement présenté les 6 tempéraments et en fait la combinaison des tempéraments qui donne 6 tempéraments que je vais rappeler rapidement. Il y a les tempéraments qui sont des combinaisons naturelles sanguins colériques. Il y a les tempéraments mélancoliques flegmatiques qui est là aussi une combinaison naturelle. Il y a les combinaisons complémentaires, le colérique avec le mélancolique et le sanguin avec le flegmatique. Et maintenant, il y a les combinaisons un peu plus conflictuelles, le sanguin et le mélancolique. Et enfin, le colérique et le flegmatique. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la combinaison des tempéraments au sein des mêmes individus. Je voudrais revenir pour insister sur ce que j'ai dit la semaine prochaine. Quand on cherche à connaître son tempérament, c'est vrai, il y a des tests et je vous en propose un. Je rappelle encore que si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail à une parole pour toi 225@gmail.com ou si vous n'avez pas de mail, vous pouvez me voir pour ceux qui sont à Harvest Engrais ou alors peut-être en commentaire mettre un moyen qu'on a de pouvoir entrer en contact avec vous pour vous envoyer le test. Mais je ferme la parenthèse. Mais ces tests permettent d'identifier un tempérament dominant et un second. Et donc, c'est l'intérêt des combinaisons dont on a parlé aujourd'hui. Mais le pourcentage n'est pas quelque chose qu'on peut déterminer
de manière scientifique. Tu ne peux pas savoir de manière scientifique à combien de pourcentage tu es colérique et à combien de pourcentage tu es phlegmatique, par exemple, et comment les deux se combinent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut arriver à identifier son tempérament dominant, ça c'est important, et puis voir ce tempérament dominant, est-ce qu'il est vraiment dominant fort? Parce qu'il y a des dominants forts. Moi par exemple, je peux dire que je suis phlegmatique à presque 70%. Un peu de mélancolique, mais c'est d'abord phlegmatique. C'est vraiment, quand je m'analyse, je me regarde, les traits les plus importants de mon tempérament, ce sont des traits de ceux qui sont phlegmatiques. Maintenant, il y a une partie de mélancolique. Donc moi, ma combinaison, c'est phlegmatique, mélancolique. Mais quelqu'un d'autre, il peut être dans cette même combinaison, mais il sera plus mélancolique que phlegmatique. Parce que les traits décrits d'un mélancolique sont les plus importants par rapport aux traits d'un phlegmatique. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire rapidement ces combinaisons pour vous mettre, pour vous amener à comprendre un peu comment les combinaisons peuvent jouer. Mais le plus important, c'est d'identifier, en fait, de comprendre si c'est un peu plus complexe. Une fois qu'on a compris les tempéraments de base et leurs principales caractéristiques, après, on voit comment les combinaisons peuvent s'ajuster. Et c'est assez facile de voir comment les traits de tel tempérament peuvent être adoucis par tel autre. Les faiblesses du tempérament de base, du premier tempérament dominant, peuvent être corrigées justement par le fait qu'on a un deuxième tempérament qui n'a pas ces faiblesses-là. Et c'est quelque chose de passionnant. Quand on commence, il faut pas, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de chercher à vouloir à tout prix catégoriser chacun de ceux qu'on voit, les mettre dans des boîtes pour dire celui-là c'est un phlegmatique. Non, parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, on évolue, on grandit, on devient mature. Donc quelqu'un qui est colérique, tempérament de base, peut aujourd'hui être arrivé à gommer tous les traits négatifs de son tempérament de base et ressembler par exemple à un phlegmatique en apparence parce qu'il est calme, il est posé. Et donc quand on le revoit a priori, on va dire que c'est un phlegmatique, mais on voit que c'est parce qu'il a travaillé son tempérament. Donc c'est important de savoir quel est le tempérament dominant, quel est l'autre tempérament qu'on a, comment la combinaison peut nous aider à gommer certains défauts et à renforcer certaines qualités. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour voir ce sur quoi on doit travailler d'abord sur soi-même. Donc je suis en train de dire, il ne faut pas toujours catégoriser les gens, les mettre dans des boîtes, parce que comme je dis, l'homme est quelqu'un d'extrêmement complexe. Donc ce n'est pas, il ne faut pas devenir des psychologues à la petite semaine et puis dire, bon, toi tu es phlegmatique. Non. D'abord pour nous-mêmes, se connaître soi-même et ensuite voir par rapport à ce que je suis, à mon tempérament dominant et à mon tempérament, mon deuxième tempérament, comment la combinaison se fait et ce sur quoi je dois travailler pour pouvoir améliorer l'un ou l'autre. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. La semaine prochaine, là, on va rentrer maintenant dans les combinaisons dans le cadre du couple. Et ce que je vais partager avec vous, c'est surtout quelle est l'attitude que nous devons, quelles sont les attitudes, quels sont les, comment je peux dire, les comportements que nous devons avoir en fonction du tempérament de notre conjoint. Et je vais insister sur ça. Et si vous avez des questions, on va trouver le moyen pour que vous puissiez les poser, pour qu'on voit effectivement comment répondre à vos interrogations. Si on veut rentrer vraiment dans le détail pour, je dirais, comme on l'a fait pour les combinaisons, dans le cadre d'un même tempérament, vous voyez que ça peut déjà s'appliquer dans le cas du couple, mais si on veut vraiment rentrer dans le détail de ces six combinaisons dans le cadre du couple, ça risque d'être un peu fastidieux. Donc on va passer, je pense, la semaine prochaine, on va parler de ce qu'il faut faire face à un mari qui est phlegmatique, face à une femme qui est phlegmatique, en fonction de ce qu'on est, bien sûr, mais d'une manière un peu générale d'abord, et puis ensuite on verra, on va identifier, je dirais, les points
principaux de vigilance dans des combinaisons de, des femmes et maris avec des tempéraments différents. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous as donné encore ce midi avec tes enfants pour parler de ces choses importantes. Je prie que toi-même, Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, tu continues à répondre aux questions de tes enfants qui se posent certainement des questions. Tu continues à aider chacun à pouvoir se connaître, mieux se connaître soi-même, afin de mieux connaître les autres, afin de mieux agir avec les autres, afin de mieux comprendre les autres, pour pouvoir, à la fin de toutes choses, mieux les aimer, parce que c'est ce que nous recherchons. Ta parole dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde saura que nous sommes tes disciples, tes enfants. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui savent aimer leur prochain, qui savent aimer leur conjoint. Et c'est pourquoi nous prenons le temps de connaître ces choses pour pouvoir les vivre et rendre nos foyers, nos familles des havres de paix, des endroits où règne le bonheur, l'harmonie et l'amour. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.